invité aujourd'hui est Philippe Pichot-Bravard. Il nous présente son ouvrage « Le droit naturel ». Il est docteur en droit, maître de conférences. Il enseigne l'histoire du droit public et l'histoire des idées politiques. Bonjour, maître Pichot-Bravard. Qu'est-ce que le droit naturel ? Le droit naturel est un droit qui découle de l'ordre naturel, qui découle de ce qu'est l'homme, de la nature de l'homme, combiné avec le souci de la justice, le souci de l'équité. C'est cette combinaison entre ce qu'est l'homme et ce souci de la justice qui permet d'approcher ce qu'est le droit naturel. Saint Thomas d'Aquin définit le droit naturel comme la traduction des aspirations fondamentales de l'homme, notamment l'aspiration à la conservation de son être, l'aspiration au bien, l'aspiration à connaître le vrai. Alors, pourquoi ce fameux droit naturel a disparu de la réflexion universitaire ou du débat d'idées? Vous évoquez cette question en introduction de votre livre, c'est la disparition de cette notion de droit naturel. C'est une raison politique, pouvez-vous nous l'expliquer? Alors effectivement, le droit naturel a disparu. Il n'y a plus de cours de droit naturel. Lorsque Monseigneur Freppel a créé l'Université catholique de l'Ouest à Angers, il y avait un cours d'histoire du droit naturel en droit qui était dispensé par le recteur, ce qui en soulignait l'importance. Aujourd'hui, le droit naturel n'est plus enseigné que accessoirement dans des cours de philosophie du droit ou d'histoire du droit par certains professeurs. Voilà. La raison tient au fait que l'autorité du droit naturel n'est pas aujourd'hui reconnue dans notre Constitution. Le droit naturel a perdu, et contre qui? Il a perdu contre une autre conception du droit, qui est la conception positiviste du droit, qui a été consacrée par le texte fondateur de notre système politique, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 6 fonde ce positivisme juridique en définissant la loi comme l'expression de la volonté générale. En définissant la loi comme l'expression de la volonté générale, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit la loi par rapport à son origine et non plus par rapport à sa finalité, la recherche de ce qui est juste. Ce qui transforme complètement et l'office du juge et l'office du législateur. Avant la Déclaration des droits de l'homme, le juge avait pour mission de rechercher la solution la plus équitable, en mobilisant toutes les connaissances qui étaient à sa disposition, la coutume, les ordonnances royales, le droit savant, droit romain, les droits savants, droit romain et droit canonique. Il recherchait la solution la plus équitable. Désormais, depuis la déclaration, le juge est censé appliquer la loi. Voilà, il est la bouche de la loi. Donc faire respecter la volonté du législateur. Quant au législateur, il n'a plus qu'une volonté à exprimer, alors que avant cette déclaration, le législateur, le roi, devait rechercher, lorsqu'il édictait une norme, une solution qui soit juste. Voilà, discerner où se trouvait la justice, où se trouvait l'équité. Sachant que lorsque le roi s'éloignait de ce qu'on appelait la droite raison et la justice, le terme droite raison étant l'expression dont Cicéron se servait pour qualifier le droit naturel, eh bien les parlements, le chancelier d'abord, les parlements ensuite étaient là pour lui rappeler les exigences du droit naturel. Alors vous évoquez Cicéron, c'est intéressant parce que souvent quand on parle droit naturel, on pense à l'Église catholique, mais justement dans votre ouvrage, vous parlez d'Aristote, du droit romain. Alors quelles sont les origines de ce droit naturel? Alors l'origine la plus lointaine, elle se trouve dans une pièce qui a été jouée à Athènes il y a 2500 ans, Antigone de Sophocle. Et puis cette préoccupation décrite par Sophocle dans Antigone, elle est au cœur de certaines discussions qui opposent les sophistes et Socrate. Voilà. Et c'est pourquoi les disciples de Socrate ont eux-mêmes approfondi la réflexion en la matière.
ils ont souligné que le droit est ordonné à une finalité qui est la recherche de la justice et qu'il n'exprime pas seulement la volonté de ceux qui exercent le pouvoir. Voilà. Et alors, Platon, Aristote ont apporté une contribution importante à cette réflexion. Aristote distingue la justice naturelle et la justice légale. Et cette réflexion menée par Aristote, elle est reprise 2 siècles et demi plus tard par Cicéron. Cicéron qui a voulu appliquer au droit qui jusque-là n'était qu'un outil pratique destiné à apporter des réponses concrètes à des situations concrètes, à des difficultés concrètes. Cicéron a voulu faire du droit un art. Voilà. Et il a appliqué au droit la méthode appliquée par Aristote aux autres disciplines de l'esprit. Voilà. Et il a appliqué notamment au droit cette notion de finalité. Voilà. Et Cicéron a donné de ce droit naturel qu'il appelle la droite raison, dans le De Republica, une définition qui reste comme la plus riche, la plus complète, la mieux rédigée et qui s'est imposée dans notre tradition juridique. Il y a une loi véritable, la droite raison, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir et les prohibitions éloignent du mal. Voilà. Et cette définition continue à se déployer et Cicéron conclut que l'homme ne peut ignorer cette loi sans renier sa nature. Voilà. Sans renier sa nature. Voilà. Et donc, le droit naturel a été défini dans l'Antiquité païenne. Et comment justement ce droit naturel est absorbé, réinterprété, réutilisé par la pensée chrétienne? Alors, il y avait une sorte de rencontre naturelle entre cette réflexion menée par Aristote et Cicéron, puis par la jurisprudence romaine et la pensée chrétienne. Si ce n'est que la pensée chrétienne a enrichi la réflexion sur le droit naturel, d'abord en développant une conception de l'homme plus élevée encore que celle développée par Aristote et Cicéron, en enrichissant la définition de ce qu'est l'homme, et puis ce qui a conduit la pensée chrétienne à évacuer certaines scories qui voilaient la définition du droit naturel. Ce que l'on voit dans le Corpus Juris Civilis, réalisé sur l'ordre de l'empereur Justinien autour de 530 et qui donne du droit naturel une définition qui intègre le fruit de cette influence chrétienne. Et notamment, ce que nous voyons dans le Corpus Juris Civilis, c'est l'affirmation selon laquelle l'esclavage, qui jusque-là, dans la pensée païenne, était considéré comme relevant de l'ordre naturel, l'esclavage est une pratique du droit des gens contraire au droit naturel, puisque le droit naturel fait naître chaque homme libre. Voilà. Et alors, quelles ont été les attaques qui ont eu cours au cours des siècles contre cette notion de droit naturel? Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui s'y sont opposées? Quelles sont-elles? Bien sûr, en fait, dans l'histoire de la pensée juridique, vous avez 2 grandes conceptions du droit qui s'opposent depuis le duel entre Antigone et Créon. Il y a ceux qui considèrent que le droit est un outil pour tendre vers la justice, qui est un élément très important du bien commun, puisque cela permet de faire régner la véritable paix. Et puis il y a ceux qui considèrent que le droit exprime simplement la volonté de ceux qui exercent le pouvoir. Voilà. Et cette conception positiviste du droit, elle a ressurgi à certaines époques, et en particulier au XIVe siècle, sous la plume de Guillaume de Cam, qui est le grand penseur du nominalisme. Et à partir de Guillaume de Cam, cette conception positiviste du droit a commencé à se diffuser dans les esprits très lentement. Elle est sortie renforcée au XVIe siècle par la réforme protestante. Et c'est d'ailleurs au XVIe siècle que l'on voit que la notion de loi s'impose dans le discours avec beaucoup plus d'insistance.
Et puis, la pensée cartésienne a apporté une contribution. L'idée qu'il faudrait définir des règles préétablies qui, de manière parfaitement rationnelle, seraient ensuite appliquées à toutes les circonstances, à tous les cas d'espèce. Et puis, il y a ensuite les théories du contrat social qui découlent elles-mêmes du nominalisme et qui fondent l'ordre juridique sur le contrat social et l'expression de la volonté générale. Justement, quelle est la place du droit naturel dans la Révolution française? Parce que ça fait l'objet d'un chapitre dans cet ouvrage. En fait, le droit naturel, au cours de la Révolution française, est écarté. Le texte fondateur, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, composée par l'Assemblée nationale constituante au mois d'août 1789, écarte l'autorité du droit naturel. Alors, il y a un point un peu délicat, qui est la formulation de l'article 2, qui dit les droits naturels, inviolables et sacrés de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Alors, cette formulation a fait croire à beaucoup qu'il était question du droit naturel. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui le montre très bien, c'est que cette liste qui est donnée, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression, est une liste qui ne va pas de soi. Pourquoi ces droits-là et pas d'autres, finalement? 20 ans plus tôt, celui qui est allé devenir Louis XVI, dissertant sur le même sujet des droits de l'homme, parlant des droits que les hommes tiennent de Dieu, là il parle bien de la nature humaine, dit ces droits sont la vie, l'honneur, la liberté, la propriété. La liste n'est pas la même. La source d'inspiration n'est pas la même. Chez le futur Louis XVI, c'est le décalogue. Chez les constituants de 89, c'est la philosophie libérale de John Locke. Bien. La source n'est pas la même. Et le fait que la liste ne soit pas la même montre bien que cette liste donnée ne donne pas des droits, ne proclame pas des droits qui seraient naturels, mais des droits qu'une assemblée délibérative a déclarés naturels. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ces droits-là sont le fruit d'une délibération, donc expriment une volonté. L'Assemblée nationale constituante a dit que les droits naturels sont ceux-là. Mais ce n'est pas du droit naturel. Et l'article 6 confirme cette analyse en soulignant que la loi est l'expression de la volonté générale. À partir de ce moment-là, la loi est définie par rapport à son origine et non plus par rapport à sa finalité. Aujourd'hui, qu'en est-il du droit naturel? Il n'y a plus que l'Église qui, dans son formol, on pourrait dire, se réfère au droit naturel? Alors l'Église, effectivement, depuis le pontificat de Léon XIII, enrichissant la définition d'une doctrine sociale, insiste sur l'autorité du droit naturel et sur l'importance de la reconnaissance de son autorité pour l'équilibre de la société, et notamment, comme le soulignait Benoît XVI, dans le discours prononcé au Bundestag au mois de septembre 2011, pour préserver nos sociétés de dérives totalitaires. Car l'enjeu est là. L'Église n'est pas la seule institution qui défende aujourd'hui l'autorité du droit naturel. Il y a quelques États qui reconnaissent dans leur constitution l'autorité du droit naturel, notamment la Hongrie, depuis la réforme intervenue il y a une dizaine d'années. Voilà. C'est proprement occidental, cette notion de droit naturel? Non, ce n'est pas proprement occidental. Le droit naturel est lié à ce qu'est l'homme. On le retrouve dans des pays asiatiques, africains? On le retrouve dans des pays asiatiques. Quand on regarde les écrits de Confucius, enfin, la pensée de Confucius, certaines notions rejoignent ce que nous appelons, nous, droit naturel. Voilà. Toute la civilisation asiatique, chinoise ou japonaise repose notamment sur la piété filiale, qui est la vertu première. La piété filiale, c'est un principe de droit naturel, et c'est un principe que l'on retrouve au cœur du monde romain, et qui se trouve au cœur du décalogue, tu honoreras tes pères et mères. Voilà. L'idée que nous avons une dette à l'égard de ceux dont nous avons reçu la vie et l'éducation, de ceux qui nous ont précédés, et que cette dette
nous engage à leur égard à respecter certains devoirs. Voilà. Toute la civilisation japonaise repose là-dessus. Alors, pour ne pas effrayer nos téléspectateurs, cet ouvrage fait un peu moins de 200 pages. Il est coupé en chapitres qui se suivent de manière logique, mais qui peuvent aussi être lus de manière séparée pour revenir sur certaines notions. C'est indispensable pour des étudiants en droit. C'est accessible pour des gens qui n'ont pas eu le bonheur de faire des études de droit. Et pour comprendre les enjeux politiques, ça paraît essentiel. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire redécouvrir, quelles seraient les conséquences de la redécouverte du droit naturel et de la réapplication du droit naturel aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas finalement révolutionnaire de redécouvrir ce trésor du droit? Je ne sais pas si ce serait révolutionnaire, mais en tout cas, c'est absolument urgent et nécessaire. Le mot révolutionnaire vous plaît moyennement. On agite devant nos yeux le projet transhumaniste, qui est un projet extrêmement dangereux, destructeur qui ne respecte pas la nature humaine et qui nous expose à des dérives totalitaires. Le moyen de contrer ce projet transhumaniste et donc par conséquent de faire un bon usage des découvertes scientifiques et technologiques, c'est de redécouvrir cette tradition du droit naturel et de prendre conscience que l'homme a une nature et que cette nature doit être respectée, qu'elle s'impose à notre volonté. Vous avez également été auteur d'autres ouvrages, un ouvrage sur la Révolution française et un roman qui s'appelle L'épopée de la Vendée, qui est paru en 2020 et que je conseille vivement et qui est disponible également sur notre boutique. Une question pour ouvrir et pour finir cet échange. Quel est votre prochain projet de livre et est-ce qu'il y en a un? Oui, il y a plusieurs projets qui avancent. Je ne sais pas encore lequel sortira le premier. Alors un thème qui pourrait être susceptible. Mais je travaille notamment beaucoup autour de la notion de totalitarisme. Eh bien, ce sera avec plaisir que vous viendrez nous parler de totalitarisme, si on a encore le droit de parler à cette occasion. Merci beaucoup Philippe Pichot-Bravard. Je répète, Le droit naturel aux éditions Via Romana avec une préface du cardinal Burke.